Les artistes s'en retournent dans leur tombe, un podcast sur des cadavres qui étaient peintres de leur vivant. Bonjour Didier. Bonjour Didier. Bon, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'un peintre mort dans la seconde moitié du XVIe siècle, c'est Titien. Ou Tiziano Vecellio pour ceux qui veulent se la raconter, et encore je suis pas sûr de le prononcer correctement en italien, mais bon franchement on va pas s'embêter avec un nom pareil. Oui, Titien, c'est court, c'est stylé, et puis c'est comme ça qu'il est connu quoi. Allez, on commence tout de suite par sa bibliographie. Quel con. Et c'est déjà la galère pour le premier épisode. Bon, pardon, sa biographie. Il naît probablement entre 1488 et 1490 dans un village de montagne complètement paumé du nord de l'Italie. Pas vraiment le genre d'endroit où on se dit « Tiens, c'est ici que va naître un génie de la peinture ». Pourtant, le gars montre vite qu'il a un sacré coup de pinceau. Ses parents l'envoient à Venise parce qu'à l'époque, si tu veux réussir dans l'art, Venise, c'est le Paris ou le New York de la Renaissance. Les riches familles y commandent des fresques, les églises veulent du spectaculaire et les artistes se bousculent pour y aller. Alors là-bas, le jeune Titien passe dans l'atelier de la famille Bellini. Alors peut-être Gentile, probablement Giovanni, c'est deux frères en fait. De toute façon, c'est l'élite de la peinture vénitienne. C'est un peu comme bosser pour le Spielberg du moment, tu vois, il apprend les bases. Waouh. Et ouais, le dessin, la composition et surtout, il découvre la couleur. Alors pas la couleur posée bien gentiment comme un remplissage. Non, la couleur comme moyen de créer la forme, de donner la vie. Contrairement à Michel-Ange et aux artistes florentins adeptes du disegno, qui signifie dessin, les Vénitiens, eux, comme Titien, ils privilégient le colorito, c'est-à-dire la couleur à la base de l'image. Pendant que d'autres dessinent des contours avant de peindre, un peu comme le coloriage de l'école primaire, lui et ses potes vénitiens, ils font souvent l'inverse, ils structurent directement leur tableau avec les pigments. D'accord, donc si on veut résumer un peu tout ceci, lui, Titien, est bien à part, il utilise le colorito, c'est-à-dire dessiner directement avec la couleur, à l'inverse de Michel-Ange qui peut lui dessiner directement avec le dessin en faisant des croquis entre guillemets préparatoires. Bref, donc si nous voulons retenir qu'une seule phrase, c'est Michel-Ange, c'est le dessin, et Titien, c'est la couleur. Merci Patrick. Patrick, c'est la personne qui s'occupe de nos jingles. Bon, reprenons donc la vie de Titien. Alors vers ses 20 ans, il bosse avec Giorgione, un autre jeune prodige. Les deux gars collaborent et parfois c'est pas bien clair. Certains tableaux sont signés Giorgione et puis c'est Titien qui en aurait fait la moitié, quoi. Donc en fait, les experts, les historiens d'art se tapent encore un petit peu dessus pour savoir qui a fait quoi. Bref. Petite question, est-ce qu'aujourd'hui ce problème est-il réglé ? Eh bien, pas complètement, bien qu'il y a encore pas très longtemps, là on est en 2025, un historien a prétendu que finalement, dans la tempête de Giorgione, on voyait très clairement que Titien avait fait telle et telle partie. Et bon, on ne saura réellement jamais, quoi. Et donc, quand Giorgione meurt, c'est un gars qui a presque 10 ans de plus que lui, Titien, il a 10 ans, Giorgione, 20 ans à peu près. Titien, il va récupérer des tas de commandes et là, ça va décoller avec un premier coup d'éclat qui est l'Assomption de la Vierge, qui est peinte en 1518 pour l'église des Frari, on en parlera après. Un tableau de 7 mètres de haut, en bas des apôtres qui tendent les bras, au milieu la Vierge qui s'élève et au-dessus Dieu le Père qui tend les bras vers elle. Punaise, 7 mètres c'est haut quand même. Ah ouais, c'est très très haut. Mais du coup, pour peindre là-haut, comment est-ce qu'il faisait ? Alors écoute, je pense qu'il montait sur des échafaudages. On y reviendra quand on parlera du tableau, si tu veux bien. Oui, et merci. Du coup, c'est un tableau qui claque, les fidèles restent complètement bouche bée. Résultat, succès total. Titien devient le boss de la République de Venise. Et qui dit succès local dit commande internationale, parce qu'à l'époque, la peinture, c'est aussi du prestige politique. Et là, c'est Charles Quint en personne qui fait appel à lui. Ouais, t'as bien entendu, Charles Quint,
l'homme qui règne sur un empire immense. Il veut son portrait, pas n'importe lequel, hein. Un portrait qui montre le pouvoir, la majesté et un petit soupçon d'humanité. On verra le tableau Charles Quint à Mühlberg. On voit l'empereur en armure, la main posée sur son épée, mais le regard est celui d'un homme fatigué par le poids du pouvoir. Tiens, une petite histoire rapportée par les chroniqueurs. Pendant une séance de pause, Titien laisse tomber son pinceau. Eh ben, devine quoi ? Charles Quint le ramasse lui-même et lui sort un truc du genre « Un Titien ne doit pas se baisser pour ça ». Pas parce qu'il adore le ménage, hein, mais parce qu'il considère Titien comme un égal. Tu vois, ça montre le respect énorme que l'empereur il avait pour lui, quoi. On parle quand même d'un gars qui dominait la moitié de l'Europe et qui, face à Titien, reconnaît limite la supériorité de l'artiste dans son domaine. Tu vois, c'est dire à quel point l'image et l'art comptaient à cette époque. Et ça ne s'arrête pas là. Les doges de Venise veulent leur portrait. Et les cardinaux aussi. Oui, prenez celui du doge Andrea Gritti. La toile montre un homme à la carrure imposante, le regard perçant, la barbe fournie. On sent la puissance et la méfiance. Ce n'est pas juste un visage, c'est toute la personnalité du gars qui vous saute au visage. Mais ce qui fait la force de Titien, c'est quand même sa capacité à évoluer, non ? Oui, alors c'est vrai qu'il aurait pu se reposer sur ses lauriers après ses succès, mais non. En fait, ses couleurs deviennent plus audacieuses, ses compositions plus dynamiques. Il ose des mélanges improbables. Il superpose des couches de peinture, il attend que ça sèche, il repasse par-dessus. Il y va même avec les doigts sur la fin de sa vie. Résultat, une texture presque palpable, genre « t'as envie de la manger ». D'accord, donc en fait Titien c'était à peu près la personne la plus demandée du XVIe siècle. Bah oui, en tout cas à Venise, Philippe II d'Espagne, le fils de Charles Quint, tu vois, c'est quand même énorme, quoi. Donc portrait officiel, mais aussi des scènes mythologiques. Titien, il va jongler entre des commandes royales et des œuvres quand même plus personnelles. Mais le meilleur ou le plus surprenant arrive quand il se met à peindre des sujets tirés de la mythologie, des dieux, des déesses et des corps nus. On en reparlera justement dans un instant. D'accord, merci Didier. Bon, c'était bien chiant, je me suis endormie, mais bon, ça avait l'air plutôt intéressant. C'est vrai que c'est toujours un peu chiant, les biographies d'artistes. Bon, allez, on passe tout de suite à la découverte de ses œuvres, et on commence par le concert champêtre. Le concert champêtre, c'est quoi cette peinture ? On dirait une fête bizarre avec des mecs habillés et des femmes à poil au milieu de la nature. Ce qu'on peut voir, il y a deux personnes habillées qui jouent de la musique, c'est deux mecs. Au centre, ouais. Et il y a deux femmes à poil à côté d'eux, c'est très chelou. Alors oui, c'est une œuvre de jeunesse de Titien, c'est quand il est encore pote avec Giorgione, tu sais. Il aime se faire plaisir, le Titien. Voilà. Il représente ce qu'on appelle une scène champêtre, une scène de campagne, avec deux hommes. Il y en a un qui est plutôt aristo, qui joue du luth, d'ailleurs on voit il est très bien habillé. Oui. Et une sorte de plouc paysan à côté de lui qui discute. Et effectivement, il y a deux femmes nues dans un paysage un petit peu idyllique. Ok, d'accord, mais du coup, c'est quoi le délire avec les femmes nues ? C'est une sorte de fête rituelle un petit peu étrange ? Alors en fait, il y a plusieurs interprétations. Certains pensent que les femmes nues sont une allégorie de la poésie, avec des femmes qui représentent des muses. Donc en fait, c'est pas vraiment des femmes à poil. Ça, c'est si on regarde le tableau avec nos yeux d'aujourd'hui. Mais on est au XVIe siècle. À l'époque, voir un corps nu dans un tableau, c'est pas forcément provoquant ou chaud comme on pourrait le penser maintenant. Être habillé, pour une femme, c'était aussi cacher son corps désirable pour les hommes, alors que la nudité, surtout dans la peinture, représentait souvent la pureté, la vérité, ou des figures idéalisées comme des muses, justement, ou des déesses. Alors c'est le cas dans L'amour sacré et l'amour profane de Titien. On se trompe souvent en pensant qu'il y a une femme bien parce qu'elle est habillée et une autre moins bien parce qu'elle est nue. Mais en réalité, à propos du concert champêtre, ces femmes nues sont en fait des muses et ne sont pas vraiment là comme des personnes réelles. Elles incarnent une idée, celle de l'inspiration musicale. Et donc, en fait, si les gars ne les regardent pas, c'est parce qu'elles ne sont pas là. C'est juste que les deux gars parlent de musique. D'accord, donc en gros, ces femmes, ce sont des muses, c'est-à-dire des représentations de la musique et de l'inspiration, c'est ça exactement ?
Ouais, c'est ça. D'autres spécialistes y voient une opposition entre le monde de la campagne et celui des bergers. L'idée, c'est que ces figures un peu idéales existent dans l'imagination des hommes et inspirent la création artistique. Ok, d'accord. Et la muse à gauche qui verse de l'eau avec sa carafe d'eau là, qu'est-ce qu'elle représente? Eh ben, en fait, elle, c'est aussi une muse, mais de l'inspiration. Souvent, l'eau représente la source. Et donc, on parle parfois de la source de l'inspiration musicale. Voilà, en fait, c'est une allégorie de la source de l'inspiration. Bon, ok, je crois que nos auditeurs ont bien compris l'essentiel de ce tableau de jeunesse de Titien. Je pense qu'on peut donc passer au tableau suivant, à savoir l'Assomption de la Vierge. Mais qu'est-ce que l'Assomption de la Vierge a de si spécial? Parce qu'on dirait juste un tableau religieux comme les autres, non? Bah oui, on peut le voir comme ça au début, mais en fait, Titien a carrément fait un truc de punk. Avant lui, les peintures religieuses étaient souvent un peu posées, calmes, tranquillou, tu vois. Et là, si on regarde bien, en fait, tout est en mouvement. Les personnages lèvent les bras, les regards montent. Et en fait, nous, notre regard, il suit le tableau comme ça, en suivant le mouvement vers le haut, comme si on était aspiré, un peu comme si on faisait comme la Vierge, quoi. C'est comme si on assistait à un film d'action version 16e siècle, sauf qu'ici, le héros, c'est la Vierge qui monte au ciel. C'est une sorte de super composition. Composition, qu'est-ce que c'est que ce mot? Est-ce que tu pourrais m'expliquer plus précisément? Alors la composition, c'est juste un mot un peu savant pour dire comment le peintre organise son tableau. Ok. Imagine un gars qui veut faire une photo de classe et il met 3 élèves derrière un poteau, un autre juste devant son appareil photo, et au fond, sous un préau, un tas d'élèves complètement dans l'ombre. On dirait qu'il est vraiment nul en fait. Eh ben, ça s'appelle un gars qui gère pas la composition. Et voilà, Titien, en fait, il fait le contraire avec ses personnages. Genre, il y a un tas de personnages et il doit faire une photo. Sauf que la photo, c'est une peinture, hein. Dans l'Assomption, il structure le tableau en 3 étages. En bas, les apôtres. Au milieu, la Vierge qui s'élève. Et en haut, Dieu qui l'accueille bras ouverts. Comme un escalier, tu vois, ton regard grimpe naturellement grâce aux gestes des personnages et des couleurs et tu le fais sans t'en rendre compte. D'accord, mais du coup, tout à l'heure, tu m'as dit que Titien était en rupture avec les traditions. Alors, on comprend bien que l'Assomption de la Vierge est un tableau spécial, mais que brise-t-il réellement? Alors, à l'époque, la plupart des tableaux religieux, ça ressemblait justement à des photos de classe, mais d'un gars qui sait mieux les composer que celui de tout à l'heure. Donc tout le monde bien aligné, tout le monde sérieux, tu vois, ouais. Voilà, truc un peu chiant. Titien, lui, il veut pas ça, il veut du mouvement, de l'émotion, du spectacle. Tu vois, si tu regardes les apôtres, ils sont surpris. On l'a vu, certains lèvent les bras, d'autres tombent à la renverse, tu vois. La Vierge, elle flotte pas gentiment, en fait, elle monte avec puissance. Et c'est ce mélange entre une espèce de drame et d'énergie qui a choqué et impressionné, en fait, les gens de son époque. D'accord, mais du coup, j'aimerais savoir comment est-ce qu'il a fait pour donner cette impression qu'on ressent énormément de lumière, de couleur, de... C'est impressionnant de voir ce tableau. Comment est-ce qu'il a géré ces éléments? Bah, c'est là qui sort le grand jeu. Imagine une scène de théâtre éclairée par 2 projos. L'un, c'est le ciel bleu qui éclaire doucement l'ensemble, et l'autre, c'est la lumière dorée qui tombe d'en haut, comme un projecteur divin, braqué sur la Vierge. Résultat, Marie brille au milieu du tableau, et sa robe rouge, elle flash direct, tu peux pas la rater. Et le rouge, c'est pas un hasard, hein, ça attire l'œil, ça symbolise la passion, l'amour, la foi. Titien, il savait que dans l'église où le tableau allait être exposé, même le fidèle assis tout au fond verrait cette tache de couleur. Il jouait avec la lumière comme une sorte de metteur en scène moderne avec ses spots. D'accord, donc grâce à ce tableau, Titien est devenu le peintre de Venise. Exactement. Et le plus impressionnant, c'est que ce tableau fait 7 mètres de haut. Donc, l'effet de splendeur est décuplé. D'accord, et avant de vous proposer le dernier tableau, on va vous passer un petit intermède musical d'une jeune et talentueuse chanteuse, fan de Titien elle-même, j'ai nommé Samantha. Non mais on peut pas continuer comme ça. Non mais c'est insupportable, elle va nous flinguer notre émission. Patrick, coupe. Ah, dommage, on a un petit problème de micro apparemment. Oh zut, ah non, on nous dit en régie qu'il y a un souci technique. Bon, nous sommes désolés Samantha. Bon, on enchaîne tout de suite sur notre prochain tableau, le supplice de Marsyas.
Wow, c'est quoi ce tableau horrible? On dirait une sorte de scène de film d'horreur. Bah ouais, c'est assez violent, hein, le supplice de Marsyas. Il a peint que ça quand il avait 80 ans à peu près. On va pas se mentir, le sujet est assez trash, hein. Mais derrière ce côté gore, il y a un vrai message sur l'art et sur la création. C'est pas juste de la torture gratuite. Ok, d'accord, mais Marcia, c'est pas le gars qui se fait écorcher comme ça en fait. Il a fait quoi pour mériter ça? Alors Marsyas, c'est un satyre, tu sais, ces créatures mi-homme, mi-chèvre qui picolent avec le dieu du vin Dionysos. Alors lui, il a eu la super idée de défier Apollon, le boss de la musique, en mode vas-y, on fait une battle. Sauf que il a perdu, donc Apollon, il est pas super bon joueur, hein, et il va lui infliger ça en punition, il va te le dépecer. Super ambiance, quoi. Ah ouais, c'est hyper glauque quand même. Mais bon, moi, la chose qui m'a quand même le plus marqué quand j'ai vu ce tableau, c'est la femme qui joue du violon à gauche pendant que ce mec se fait torturer à 2 mètres d'elle. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que, en fait, elle assiste pas vraiment à la scène ou qu'elle s'en fiche, mais c'est pas tout à fait ça. C'est En aussi fait, une muse, une allégorie ou pas? alors, en fait, elle, pas vraiment. Enfin, on utilise parfois la figure de la femme pour évoquer la musique. Et donc, en fait, la musique, c'est Apollon. La musique, c'est l'harmonie, c'est l'ordre cosmique, c'est la rationalité, c'est la beauté. Et donc, en fait, elle vient contrer d'une certaine manière le côté gore du tableau, le côté dionysaque, si je puis dire. Et donc, le côté chaotique, bordélique. C'est un peu voilà le combat entre les forces de la création qui sont incarnées par Dionysos et les forces de la rationalité, du beau, de l'esthétique, du parfait, incarnées par Apollon. D'accord, c'est quand même une assez drôle de comparaison, mais bon. Par contre, moi, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que en haut, sur le tableau, on a l'impression que c'est un boui-boui-boui de peinture. C'est comme s'il avait pris sa peinture, qu'il avait foutu ça là-dedans, il avait tout patouillé, puis pouf. Bah ouais, c'est pas un hasard, hein, t'as tout à fait raison, ces touches de peinture sont carrément jetées. Est-ce que ça te fait penser à quelqu'un, tiens? Genre le mec avec les éclaboussures? Pollock? Exactement, c'est ce que Pollock fera au XXe siècle. Titien, en fait, il le faisait déjà 4 siècles avant. Il balance la couleur, il laisse la matière s'exprimer sans faire de fignolage. En fait, c'est hyper moderne. Le gars, il anticipe limite l'art abstrait avant même que le mot existe. Waouh! Parce qu'en fait, on dirait que c'est quand même pas fini, comme s'il s'était arrêté en plein de milieu. Est-ce que c'était réellement fait exprès? Bah, c'est ça qui est génial. Titien, il monte ses coups de pinceau, il cache rien, il te dit en gros, regarde, c'est moi qui ai fait ça, c'est brut, c'est vrai. C'est un geste en fait assez audacieux à son époque. La plupart essayaient de lisser la peinture, de faire croire que c'était parfait. Lui, il revendique la présence du geste. Tu vois, c'est de la peinture presque vivante, quoi. Ok, donc en fait, c'est pas juste un tableau flippant, c'est une sorte de réflexion sur l'art et le boulot du peintre. Ok, bon, je pense que nous pouvons passer à la rubrique que tout le monde attend, 5 choses à savoir sur cet artiste. Bon, alors en l'occurrence, c'est juste 4 choses à savoir. Il a été le peintre des plus puissants souverains de son temps. L'empereur Charles Quint et le roi Philippe II lui ont confié leur image. 2. La fameuse Olympia de Manet de 1863, là où il peint une prostituée qui choque le bon bourgeois parisien, est une citation de la Vénus d'Urbain de Titien, peinte en 1538. Le gars reste le patron 350 ans après sa mort. 3. Comme on ne sait pas sa date de naissance exacte, probablement 1488, on sait que Titien, pour se donner une image de vieux sage éternel, mentait sur son âge pour se vieillir. Il meurt de la peste vers 88 ans, ce qui est quand même une longévité exceptionnelle. Si une personne atteignait l'âge de 15 ans, elle avait de bonnes chances de vivre jusqu'à 50 ans à l'époque, mais 88 ans est absolument rare. Cela lui donnait une image de presque demi-dieu. 4. Michel-Ange l'admirait et se foutait de sa gueule. Jamais avare en critique, il aurait lâché « Si son dessin égalait sa couleur, ce serait parfait !» Autrement dit, la couleur des Titien, imbattable. Le dessin, bon, franchement, il y a mieux. Et nous arrivons déjà à la fin de notre émission, c'est donc l'heure du résumé.
Titien, un inconnu qui vient d'un bled paumé du nord de l'Italie, débarque à Venise, l'un des centres de la Renaissance. Il intègre l'atelier des Bellini, les gros boss de la peinture vénitienne. Là, il découvre le colorito, la couleur qui fait la loi. Titien balance les pigments sans se prendre la tête et structure les tableaux directement avec la couleur sans passer par la case dessin préparatoire. Michel-Ange et les Florentins peuvent aller se rhabiller avec leur coloriage pour enfants. Titien, c'est l'artiste qui fait exploser les couleurs et la façon de peindre. Titien, c'est l'artiste vénitien qui a hacké la peinture. Ses compositions sont asymétriques, explosives. Une armée d'artistes ont pompé son style, de Rubens aux impressionnistes, en passant par Delacroix, tout le monde lui doit quelque chose. La technique de Titien, un truc de fou. Il laisse ses coups de pinceau apparents, il maltraite la matière, il expérimente sans cesse. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Et rappelez-vous, dans l'histoire de l'art comme ailleurs, moins la connerie enchaîne, plus le savoir Déchaîne !